Bonsoir à chacune et à chacun. Nous allons commencer donc par une présentation en plénière qui va nous permettre d'introduire les différents ateliers. Donc le thème pour commencer cet après-midi, c'est « Quelle force sociale pour quelles alternatives ?» Donc vous voyez que c'est une introduction à ce que nous allons décliner dans les différents ateliers, aux différents thèmes qui sont choisis. Donc pour introduire le débat, nous avons chacun des responsables des 6 ateliers. Donc je les appelle pour qu'ils puissent venir à la table. Bon, ben, on va commencer toujours parce que le temps est court, si on veut avoir le temps vraiment de discuter en atelier. Donc nous avions normalement prévu 1 heure pour cette partie, mais vu l'heure à laquelle on commence, on vous propose de raccourcir un petit peu autant que possible, votre intervention, autant que possible. Et pour nous donner le temps vraiment dans les ateliers à chacune et à chacun de s'exprimer. Alors, je ne sais pas, on va peut-être faire les choses dans l'ordre des ateliers. Donc, je passe la parole à Alex Merlot en premier. Merci. Si je dois raccourcir autant que possible, je dirais venez tous à mon atelier, ça va être génial. C'est très large. On m'a demandé de parler de quelle force sociale, quelle proposition et quel mode de structuration pour une organisation politique. Autant dire que c'est tous les grandes questions et bon, ça me met un peu mal à l'aise parce que je pense que toutes ces questions doivent forcément se résoudre en partant d'une analyse concrète de la situation martiniquaise et du contexte dans lequel se développe cette force sociale. Moi, je suis là en tant que représentant de Podemos. Je suis par ailleurs activiste social, militant politique depuis bien longtemps avant la création de Podemos. Et c'est vrai que l'émergence de Podemos a suscité un grand intérêt et même dans certains pays, des essais d'imitation de Podemos. Il y a des gens, y compris en Europe, qui s'y prennent en voulant faire un Podemos polonais ou un Podemos chez plus doux, et ils y copient y compris les couleurs et les slogans. Bon, je pense que c'est idiot, forcément. Hier, les journalistes martiniquais essayaient de me faire dire que je voulais exporter le modèle de Podemos. Bon, bien au contraire, je pense qu'il n'y a pas de modèle à exporter. Déjà, bon, parce qu'il faut partir des analyses concrètes, et ensuite parce que Podemos a eu des succès, il y a eu des erreurs, et donc il faudrait aussi éviter toutes les erreurs qu'on a commises. Bon, je pense que d'ailleurs une connaissance des différents projets qui existent dans le monde, ça peut être utile pour enrichir une réflexion spécifique ici. Bon, tout cela dit, il y a plusieurs questions, et c'est vrai qu'au-delà des différences, il y a des choses qui nous rassemblent. Si j'ai bien compris, là, on est dans la fondation d'une force qui est dans le but de la transformation sociale, de l'émancipation humaine, de changer le système, de dépasser ce système injuste, de donner le pouvoir à ceux d'en bas. Et bon, tout ça, c'est des objectifs qui nous rassemblent et qui posent peut-être des problématiques similaires. Donc, il y a la question quelle force sociale. Je pense qu'on est d'accord que si on est une force progressiste, on est une force qui se revendique de la majorité sociale étant dans les pays capitalistes une majorité d'opprimés et d'exploités par des différents billets. Après, la question c'est aussi que, je pense, dans nos sociétés, cette majorité sociale elle est extrêmement diverse et elle est aussi extrêmement divisée avec des attentes et des demandes très, très différentes. Donc, je pense qu'une question qui va se poser forcément dans l'atelier, c'est comment constituer une force dans laquelle ces différentes composants de la majorité puissent s'y retrouver, avec laquelle elle pourrait éventuellement s'identifier. Ça, c'est une question. Il faudra pour ça aussi savoir quelles sont les différentes demandes des classes laborieuses, du prolétariat martiniquais, pour le dire ainsi. Il y a une autre question liée aux questions de force sociale, pas seulement
les gens auxquels on veut représenter ou bien auxquels on veut se diriger, les intérêts de qui on défend et comment les faire, mais aussi qui on veut engager concrètement dans les partis. Parce qu'il faut savoir que une organisation politique, comme celle qui se fonde aujourd'hui, ne va jamais organiser pratiquement la majorité de la population martiniquaise, les adhérents de nos peuples-là, même si on espère qu'il y en aura des dizaines de milliers, ce ne sera jamais 300 000 Martiniquais. Donc il y a la question de qui on organise, qui va participer activement à cette organisation et comment faire pour engager, sachant qu'on part du principe, je pense, que c'est aux gens de prendre les affaires en main et donc qu'on veut un fonctionnement démocratique, par en bas, participatif. Bon, tout ça, c'est souvent compliqué. Et il y a même des fois des tensions entre ce qui est la démocratie en interne d'une organisation, le respect des processus internes et des principes démocratiques d'une organisation, et aussi, des fois l'urgence et les attentes de ceux qui sont pas organisés dans les partis, mais qui attendent quand même des réponses rapides ou bien des solutions de la part de l'organisation. Il y a la question puis de quelle proposition, et là il s'agit de savoir bon, quelle demande, il me semble, va mettre en avant nos peuples-là, en sachant qu'on est une force pour la transformation sociale, mais que peut-être dans la tête des gens, les projets de transformation sociale, l'idée de quelle société on veut, elle n'est pas complètement délimitée, et même qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement, ils en ont marre des choses comment ils vont, ils ne s'y retrouvent pas, ils ont des problèmes, mais aussi ils ont peur d'un basculement qui pourrait les faire perdre les peu de choses qu'ils ont, ou bien qu'ils ne savent pas quel résultat ça va donner. Donc, quelles propositions on met en avant? Comment on détermine quelles revendications sont les plus intéressantes, les plus constructives, qui puissent fédérer les gens, etc. Bon, c'est toute une autre problématique. Et dernièrement, bon, j'ai déjà mentionné les modes d'organisation. Comment on fait pour avoir une organisation qui est en même temps réellement démocratique, qui permet d'éduquer aux gens dans les démocraties politiques, qui permet de faire des activités, des expériences pratiques de ce qu'est la démocratie, la participation, etc., tout en étant efficace et en étant capable d'être même réactif à l'actualité politique. Bon, tout ça, c'est des questions, et je pense que je ne vais qu'apporter des questions, et ce sera tous ensemble d'essayer de commencer à chercher des réponses. Voilà. Excusez-moi. Le propriétaire de la 470 ASJ est prié de déplacer son véhicule. C'est une Opel. C'est bon? Voilà, donc Alex Merlot qui va animer l'atelier numéro 1, un projet alternatif avec quelle force sociale, quelle proposition et quel mode d'organisation ensemble. Alors, je propose de continuer avec Jean-Baptiste Hérault, qui va animer, lui, l'atelier numéro 6, quelle alternative au modèle de développement dominant, la question du travail, de l'entreprise et de l'égalité femmes-hommes. Excusez-moi, c'est chargé comme sujet. Et moi, je ne suis pas un expert des questions économiques, ni des questions du chômage. Mais alors, il me semble qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que, au fond, on est dans une société où les inégalités se creusent très vite, et le système capitaliste a pour fonction d'aller enrichir une petite poignée d'oligarques ou de riches. Bon, ça c'est un point, et ce processus de paupérisation des classes populaires commence à toucher les classes moyennes. C'est ce que nous on commence à voir aussi, place de la République à Paris, puisque je participe avec l'association droit au logement au mouvement de la place des Nuits debout, quoi. Et puis ça c'est un point un peu général, c'est une tendance lourde du système capitaliste. Après, sur la question de l'emploi, on est quand même obligé de constater qu'il y a une automatisation. Bon, on est dans un système aussi qui détruit de l'emploi. Bon. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir comme en termes de partage des richesses, réfléchir aussi en termes de partage du travail? Bon. Mais je sais que ici, le débat va plus loin, vous allez beaucoup plus loin, parce que vous dites, vous
vous dites qu'on doit ici créer des emplois et ne plus être dépendant du système économique qui vous est imposé, depuis des décennies. Et donc, évidemment, il va falloir cette idée de créer des alternatives, de créer des emplois et de produire, par exemple, assurer l'autonomie alimentaire, mais ça sera le sujet d'un autre atelier, je crois. Mais en tout cas, si je comprends un peu le thème général, ces deux sujets-là, donc difficile de parler d'emploi sans parler de partage des richesses aussi, et de partage du travail, donc. Et enfin, évidemment, de partage du pouvoir, c'est-à-dire les hommes doivent partager le pouvoir avec les femmes, à égalité avec les femmes, donc je pense qu'il y aura aussi plein de choses à dire sur cette question. Voilà, je m'arrête là, parce que bon, après, c'est ceux et celles qui viendront à l'atelier qui vont dire l'essentiel, c'est vous qui construisez l'organisation, et pas moi, je ne suis qu'un modeste témoin. Voilà. Voilà. Maintenant que tous les intervenants sont arrivés, je propose qu'on reprenne l'ordre des ateliers. Donc, pour l'atelier numéro 2, nous avons Alain Plaisir qui va parler donc, du commerce équitable, profitable au peuple. Faut-il opposer le protectionnisme à la logique de libre-échange néolibérale? Bonsoir. Ouais. Donc, rapidement, hein, pour comprendre un peu les enjeux, il faut connaître un peu la situation économique de la Guadeloupe et de la Martinique, situation à peu près semblable, puisque l'économie de production a pratiquement disparu. Nous n'avons que 2 cultures d'exportation, surtout en Martinique d'ailleurs, la banane et peut-être le rhum en Martinique, et en Guadeloupe, c'est le sucre et le rhum. La production de banane a beaucoup baissé. On est environ aux alentours de 70 000 tonnes, alors qu'on a eu un quota jusqu'à présent de 150 000 tonnes qu'on n'a jamais atteint. La production de sucre en Guadeloupe, qui était d'environ 170 000 tonnes dans les années 60, en 1967, ça a été le record, 170 000 tonnes. Je crois que la récolte qui a lieu actuellement, ce sera moins de 50 000 tonnes. Plutôt 40 000 tonnes que 50 000 tonnes. Donc ça veut dire que en Guadeloupe et Martinique, il y a un déclin des activités de production qui se caractérise par une importation massive et une exportation qui est limitée à 2, voire peut-être 3 produits d'exportation. Et donc, le constat, c'est que en Guadeloupe et en Martinique, c'est à peu près pareil. Nous achetons 2 milliards 700 millions d'euros de marchandises et nous vendons environ 200 millions. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de couverture de moins de 10%, plutôt 7-8% de taux de couverture. Et chaque année, ce taux de couverture diminue. Parallèlement, le chômage augmente, puisqu'en Guadeloupe et Martinique, nous sommes à peu près autour de 30% de la population active au chômage. Les jeunes de moins de 25 ans, c'est 60%. En Guadeloupe, en tout cas, en Martinique, c'est à peu près pareil. Il y a 45 000 personnes qui vivent du RSA. Et nous sommes de plus en plus dépendants pour notre alimentation de l'extérieur. Donc, certains ont dit qu'il fallait des niches à l'exportation. Toutes les tentatives de vendre à l'exportation ont échoué parce que nous sommes dans une compétition mondiale. Le marché est ouvert, on appelle ça la mondialisation. Mais en réalité, c'est le libre-échange généralisé. C'est-à-dire que le monde est devenu un monde libéral, néolibéral, qui est basé sur un certain nombre de règles. L'Organisation mondiale du commerce, qui prône le libre-échange, et l'Europe, même qui est à l'intérieur de ce système, prône le libre-échange. Le libre-échange entre les 28 pays de l'Union européenne, mais le libre-échange avec les autres pays, avec les accords que l'Europe signe avec un certain nombre de pays et dans notre environnement, avec les pays de l'APE, accord de partenariat économique, ou
des accords signés avec les pays de la Caraïbe et également depuis quelque temps avec les pays d'Amérique du Sud. Donc, notre marché est ouvert aux exportations de ces pays tropicaux, les exportations de produits tropicaux, mais également aux produits des pays tempérés. Donc, pays tempérés, qu'est-ce qu'on reçoit de l'extérieur? C'est par exemple le lait. En Guadeloupe, peut-être en Martinique, c'est pareil. 100% du lait que nous consommons arrive de France. De plus en plus de viande arrive de France. Pour la Guadeloupe, parce que je connais mieux les chiffres de la Guadeloupe, 90% des poulets que nous consommons viennent de France. Et pour essayer de citer les chiffres, donc parallèlement aux importations qui augmentent, la production diminue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire? Certains, de plus en plus de gens disent il faut la conquête du marché intérieur. Ça veut dire que nous aurons de plus en plus de difficultés à exporter, puisque nous sommes dans un système mondial qui est basé sur les avantages comparatifs. Ça veut dire qu'on vous dit de produire l'endroit où vous êtes le plus compétitif, l'endroit où vous êtes plus compétitif sur le marché mondial. Or, si on prend par exemple la production de bananes, qui est une production importante en Martinique, la banane zone dollar est au meilleur coût que la banane de la Martinique. Et si la banane de la Martinique continue à se vendre en Europe, c'est simplement parce qu'il reste encore un peu de l'OCM, l'Organisation commune des marchés, qui est un système qui est basé sur les importations, une taxation des importations à travers des droits de douane. Et c'est avec ces importations qu'on donne des subventions aux producteurs martiniquais. Mais le problème, c'est que ces droits de douane sont en train de baisser parce que l'Europe a perdu ce qu'on appelle la guerre de la banane. Et donc, l'Europe est obligée de baisser progressivement ses droits de douane jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de droits de douane. Et quand il n'y aura plus de droits de douane, il n'y aura plus de subventions. Ce qui explique que un certain nombre de producteurs de la Martinique sont en train maintenant d'investir en Côte d'Ivoire, dans les pays africains. Donc, ils ont toujours un coup d'avance. Ils savent que la banane est condamnée à terme. Ils commencent à investir en Afrique ou prendre des licences d'importation dans les pays de la zone dollar. Donc, on voit très bien ce qu'il nous reste à faire. C'est essayer de récupérer une partie des importations, notamment en produits alimentaires, et de faire ça en Guadeloupe. Faire ça en Guadeloupe, c'est-à-dire par exemple les produits de l'élevage, les produits alimentaires, etc., etc. Et donc, pour faire ça, beaucoup de gens disent on peut faire ça. Mais la difficulté, c'est que vous êtes dans un système de libre-échange. Et si vous produisez, les importateurs achètent des produits, les mêmes produits ailleurs, qui sont moins chers que vos produits. Et donc, il y a un obstacle à la production guadeloupéenne antillaise. Donc, il faut autre chose. Il faut des mécanismes protecteurs pour à la fois protéger la production et aider les producteurs des Antilles. Très bien, merci Alain. Donc, on voit que le débat va être nourri et riche au niveau de l'atelier numéro 2. Donc, atelier numéro 3 avec Henri Joseph. Agriculture, pêche, santé, alimentation et sécurité alimentaire. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, alors, donc c'est vrai, un pharmacien, vous parlez de l'agriculture, ça peut paraître bizarre. Et j'ai vendu ma pharmacie pour me retrouver en fait en train de cultiver des plantes, pour une raison très simple. Il faut savoir que vous êtes au volant de votre voiture, vous voyez défiler un paysage, et si vous prenez panne au bord de la route, et je vous demande comment s'appelle cette plante, et vous verrez en fait que vous ne connaissez pas. Et qu'on connaît certaines plantes, comme le fouille à pain, les quénettes, voilà, mais ça représente que très peu de plantes. Il faut savoir qu'aussi bien en Guadeloupe et en Martinique, donc il y a une identification de ce qu'on appelle la flore, l'ensemble de la végétation et des plantes qui nous entourent. Nous avons 3800 espèces de plantes. Et chacune de ces plantes est capable de fabriquer tout ce dont on a besoin. Déjà des aliments pour nous nourrir, parce que la quasi-totalité de ce que vous mangez est d'origine végétale. Je vous donne le défi de me dire quelque chose que vous avez mangé qui ne soit pas d'origine végétale. La mangue, c'est une plante, le fouille à pain, c'est une plante, les ignames, ce sont des plantes, les lentilles, les pois, le blé, tout ce qu'on mange, même le bœuf. Le bœuf, il va brouter les herbes, il va transformer des protéines végétales en protéines animales. Vous allez manger de la viande, mais en fait, vous allez manger des herbes. Donc, vous voyez,
La plante est indispensable à la vie, donc ils nous permettent de nous donner notre nourriture déjà pour vivre. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pour faire un homme, on a besoin de glucides, de sucre, on a besoin de lipides, de graisses, on a besoin de protéines, la viande, on a besoin de vitamines et des oligo-éléments. Et quand je regarde en Guadeloupe, aujourd'hui, je dirais presque 100% de nos protéines sont importées. Je dis bien 100%, parce que quand vous allez me dire que vous allez manger du cochon, des œufs, c'est vrai que la filière viande en Guadeloupe est très développée, mais cette filière viande, c'est les grands moulins des Antilles avec 2000 tonnes de blé par semaine, 1200 tonnes de maïs par semaine et 800 tonnes de soja, avec lequel vous allez faire des granulés que vous allez donner au poulet. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez mangé? Du blé, du maïs et du soja. Est-ce que vous avez mangé martiniquais? C'était anciennement. On donnait du curage aux cochons, on donnait du manger lapin à nos... Mais maintenant, c'est fini. On ne fait plus ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos yeux, votre cerveau, votre cœur, ce sont des protéines. Et il faut que ça soit renouvelé. Et si vous n'alimentez pas ces éléments, ces organes de votre corps avec des protéines que vous produisez, forcément, vous êtes en danger. J'attire votre attention que le stock de GMA, je sais pour la Guadeloupe, mais je pense que c'est pareil pour la Martinique, le stock de GMA, c'est 2 mois. S'il y a 2 mois, il n'y a pas de bateau qui rentre, ben, vous êtes foutu, hein, vous n'avez plus de protéines. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Première Guerre mondiale en 14-18, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale en 39-45. Avec l'instabilité au niveau international, on ne peut pas dire aujourd'hui il faut absolument qu'on soit autosuffisant au niveau alimentaire. Et le problème, ce n'est pas quand la guerre va déclarer, s'il y a par exemple un problème en Irak, en Israël actuellement, ou en Syrie, si ça démarre demain matin, ce n'est pas demain matin que les Martiniquais et les Guadeloupéens vont se mettre à planter des protéines. Et si l'Atlantique est bloqué, on ne vous envoie pas de protéines, qu'est-ce que vous faites? Donc l'élément est tellement important que l'Organisation des Nations Unies, la FAO, a décidé en fait que l'année 2016, c'est l'année internationale des protéines. Donc il faut que vous le sachiez parce que c'est une vraie problématique. Donc moi j'aborderai ça avec vous là tout à l'heure et dans un nouveau concept que j'ai mis au point qui est le régime caribéen. Comment manger local, du poisson, des aliments index glycémique bas, des vitamines et des oligo-éléments pour vivre plus longtemps et surtout en bonne santé. Parce que quand on écoute les obsèques le matin, quand 100 Guadeloupéens meurent, c'est 33 qui meurent de maladies cardiovasculaires et 37 en Martinique. Et ça vient directement de votre assiette. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Merci. Merci Henri. Atelier numéro 4, Dominique Aurélia Toto. Comment préserver la culture et l'éducation de la marchandisation et l'uniformisation résultant de la globalisation néolibérale? Tout un programme, effectivement. Donc, il s'agira, cette formulation ne vient pas de moi, évidemment. Donc, pour moi, il s'agira justement de faire et de comprendre les mots-clés qui sont éducation, culture, marchandisation, uniformisation, globalisation néolibérale, et aussi de s'interroger aussi sur le terme préserver, comment préserver. Donc, on va surtout débattre au sujet, parce que voilà, mes questions sont celles-là. D'où l'on parle? De quel lieu on parle? Est-ce qu'on parle d'une société, donc on parle d'une société néocoloniale, ou d'une société ultra-périphérique? Donc, il faudra aussi donc s'interroger sur les termes métropole, que nous employons tout le temps, métropole, centre, marge, périphérie, ultra-périphérie, etc. Il faudra aussi nous interroger sur la culture. Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que nous entendons par la culture? Si la culture, c'est effectivement comment on vit, on danse, on pleure, on fait tout ce qu'on fait, tous nos comportements, qui sont finalement comment on le fait pour nous, dans notre monde, et comment on le présente justement au monde. Donc, en fait, cette culture, s'interroger sur cette culture sera aussi la possibilité pour nous de nous demander comment on raconte notre histoire. Et ainsi aussi, nous allons interroger les termes d'identité, évidemment, qui reviennent tout le temps, et aussi, sans aucun doute, le terme de réparation. Comment se réparer par rapport à notre histoire, celle-là avec un grand H. Donc, en fait, la toute dernière sera effectivement peut-être la plus difficile, qui est interroger
comment préserver l'éducation, etc. C'est-à-dire, est-ce que nous avons la capacité du comment? Donc, j'invite tous ceux qui voudraient venir à venir avec sans posture. C'est très important. Sans posture, c'est un mot que j'aime, hein? Posture, imposture. Sans posture, parce qu'en fait, c'est complexe. Et c'est compliqué, complexe et aussi contradictoire, ça peut être paradoxal, mais il faut vraiment que ce soit la vraie parole qui se déroule. Voilà, merci. Merci Dominique. Alors, dernier atelier à être présenté, donc c'est l'atelier numéro 5 avec Garcin Malsa. Face à la réalité du réchauffement climatique, les réponses en termes de transition énergétique, de biodiversité et d'aménagement-ménagement. Merci Madame la Présidente. Alors, il fait très chaud ici. Il fait moins chaud à Sainte-Anne. Alors, on ne sait pas si il y aura de l'hiver en France l'an prochain, on ne sait absolument rien. Il y a pas mal d'inondations au Brésil en ce moment, en Inde. De plus en plus, on voit que les massifs coralliens disparaissent, blanchissent. Il y a de moins en moins de poissons, non pas seulement à cause de la surpêche, mais aussi à cause des phénomènes climatiques. De plus en plus, des maladies émergentes, parce qu'il y a des parasites qui émergent et qui ne sont pas contrôlés par les êtres humains, pourtant qui en sont la cause. Et puis les médecins sont dépassés par le fait que des maladies qui existaient et qu'on croyait disparaître réapparaissent, et puis d'autres maladies arrivent de plus en plus, les maladies pulmonaires, etc., etc. Alors, nous sommes donc confrontés à un grand défi climatique aujourd'hui. D'ailleurs, en 2000, l'ONU avait déclaré le climat comme un défi majeur. Et en 2015, l'ONU dit que c'est le défi le plus important pour l'humanité. Donc c'est très important. Pour nous, c'est d'autant plus important que nous sommes des territoires petits, mais aussi des territoires entourés d'eau. Et nous savons, avec la montée des eaux, la montée de la mer, eh bien, là où nous habitons le plus, les rivages disparaissent. Allez voir par exemple au Bénin. J'étais au Bénin en 2000. En 2000, des maisons qu'on avait construites du côté de l'Atlantique, eh bien, étaient déjà dans l'eau. On avait construites en 1987. De 1987 à 2000, donc en l'espace de 13 ans, eh bien, on a vu que ces maisons disparaissent. C'est une réalité incontournable. Nous allons parler de ces défis climatiques. Lié à ces défis climatiques, nous allons parler des défis énergétiques aussi, puisque nous allons voir qu'il y a une liaison, une corrélation entre climat et énergie. Puisque nous savons bien que pendant très longtemps, nous avons consommé comme énergie, puisé dans le pétrole, le gaz, le charbon, ce sont des énergies fossiles. Et nous savons que ces énergies fossiles, en brûlant, dégagent beaucoup de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone est effectivement l'élément majeur dans le cas du réchauffement climatique. On va en parler. On va parler aussi de la notion de responsabilité. Qui est responsable? On va remonter le temps et puis on va savoir qu'effectivement, bien, les responsables aujourd'hui sont les mêmes qui ont créé des dégâts lors de la colonisation, lors de l'esclavage, la traite négrière, etc. Et par conséquent, on va comprendre qu'en faisant un tour historique, qu'il y a une liaison étroite. Et tu parlais de réparation tout à l'heure. À partir du moment où on va arriver à mettre en corrélation tout ça, eh bien, se posera le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité a été posé par un philosophe allemand qui s'appelle John Jonas en 1979 et disait que ce principe de responsabilité était un principe très important. Responsabilité vis-à-vis de nous
générations actuelles, mais responsabilité surtout vis-à-vis des générations futures. Et en posant le principe de responsabilité, nous allons voir que bien, les technocrates et les grands scientifiques qui ont cru à un moment qu'ils pouvaient tout faire, qu'ils pouvaient maîtriser la nature, dompter la nature, pour nous donner plus de progrès, plus de croissance, bien tout ça a échoué. D'où aujourd'hui, nous constatons que nous allons en faillite, nous allons vers un monde fini. Et face à ce monde fini, il faut inventer, Madame la Présidente, un nouveau monde. Et c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, comment faire pour inventer ce nouveau monde? Un nouveau monde. Parce que, est-il possible d'inventer ce nouveau monde? Quelle force sociale trouver pour inventer ce nouveau monde? C'est ça la réalité aujourd'hui. Nous allons voir à travers cet atelier, l'atelier que j'ai l'honneur de présider, on va essayer de faire le lien transversal entre tout ça. Merci. Merci. Et vous allez comprendre comment, effectivement, bien, nos peuples-là, c'est un outil très important. Merci. Merci, Garcin. Merci à tous les animateurs et animatrices de votre présentation des ateliers. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de souhaiter quand même la bienvenue aux personnes autres qui sont venues cet après-midi, puisque ce matin, nous avions une assemblée générale qui était réservée aux adhérents et adhérentes. Et cet après-midi, donc, c'est une discussion très large. Donc, excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure de vous souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui arrivent cet après-midi. Alors, oui. D'accord, très bien. Donc, justement, j'allais parler de l'organisation logistique, hein, puisque les différents ateliers vont se situer dans des lieux différents. Donc, voilà, on a avec, donc, à côté de l'animateur, un modérateur ou modératrice, un rapporteur, et quelquefois des témoins. Alors, on va reprendre dans l'ordre, mais je pense que vous avez vraiment l'embarras du choix hein, pour choisir ces ateliers. Tous les thèmes sont très riches. Je ne sais pas comment vous allez faire pour choisir, mais il faudra que vous choisissiez dans les ateliers. Et je pense que notre souci, c'est justement d'enrichir ce débat, d'enrichir ces thématiques, de pouvoir apporter des idées, apporter des propositions, et c'est tout ça qui va nourrir finalement la mise en œuvre réelle et concrète du programme que nous voulons développer à nous peuples. Donc l'atelier numéro 1, avec Alex Merlot, a comme modérateur Jean-Jacob Bicep, qui est là, voilà. Donc il se tient à la salle de délibération de la mairie. Alors tout à l'heure, on va vous indiquer, bon, alors s'il y a des changements, donc tout à l'heure, Guylaine va vous indiquer exactement où se trouvent les lieux des ateliers. Donc, l'atelier numéro 2, qui est celui qui est animé par Alain Plaisir sur le commerce équitable, profitable au peuple, etc., va se faire chez Josiane. Alors, l'animateur, c'est Alain Plaisir. Le modérateur, c'est Michel Montlouis, ici présent. Donc, nous cherchons un rapporteur ou une rapporteuse qui pourra... pour l'atelier numéro 1, il n'y a pas non plus de rapporteur. Donc, il faudrait aussi qu'il y en ait un qui se désigne, peut-être quand l'atelier va se réunir, qu'il se désigne. Pareil pour l'atelier numéro 2. Et nous avons comme témoin... Ah non, il n'y a pas de témoin puisqu'il n'est pas présent, c'est ça? De République dominicaine. Atelier numéro 3, agriculture, pêche, santé, alimentation, se tient sous le préau de l'école. Donc, avec animateur Henri Joseph, avec modérateur Alain Liméry. Où est-il? Il est là. Et rapporteur Pierre Zahir, qui est là aussi. Voilà, très bien. Donc, ça, le préau. L'atelier numéro 4, culture, éducation, à préserver de la marchandisation, etc. Donc, avec Dominique Aurélia Toto. Avec comme modérateur Harry Durimel. C'est bon? Il n'est pas là. Ah d'accord, c'est toi qui vas le remplacer. Et rapporteuse Suzy Singa, qui est là, que j'ai vue.
Bon. Qui va se faire? À la cyberbase. Atelier numéro 5, réchauffement climatique, réponse en termes de transition énergétique, donc animé par Garcin Malsa, avec comme modérateur Stéphane Arnoux et rapporteuse Frédéric d'Orléans, va se faire ici, salle Félix Grelet. Et le dernier atelier, numéro 6, donc l'alternative au modèle de développement dominant, question du travail de l'entreprise, avec comme animateur Jean-Baptiste Hérault, modératrice Jacqueline Tally, pas de rapporteuse ou de rapporteur, donc vous allez devoir désigner quelqu'un, et va se faire à la mairie. Voilà. Donc, oui, question? Préau de l'école. Donc on va... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. Eh bien, je vous invite maintenant à aller dans les ateliers pour qu'on ait le temps vraiment de discuter, d'échanger, de s'enrichir mutuellement, de faire des propositions.